Nous avons un pouvoir qui a peur de l'argent du privé, donc il le pousse à l'exil ou à se retirer de l'économie. Nous avons un pouvoir qui a disloqué la société sur le plan socio-culturel et politique. Nous avons un peuple qui a perdu confiance en l'État, qui ne sait pas où donner de la tête. J'ai vu quelqu'un qui l'a appelé, il y a un peuple qui s'exile vers l'étranger, il y a un peuple qui subit l'exil mental. L'exil mental, c'est qu'il existe, il est en Algérie, mais dans sa tête, mais c'est physiquement, il est en Algérie, mais dans sa tête, il est ailleurs. Sous l'effet des cachets, sous l'effet de la drogue, sous l'effet des rêves irréalisables. Alors, je vais partager avec vous un article écrit par le professeur Ouqassil Ounis, un professeur des universités, il est à partir de l'université de Constantine, qui parle d'un système qui propose des solutions. Il a fait un constat très, très acceptable. Moi, je l'ai lu. Je trouve que le constat, il est réel. Je pense que c'est lui qui a parlé de l'exil mental. Donc, il l'appelle, il recommande une militarisation sociétale et institutionnelle. C'est-à-dire appliquer une discipline militaire à tous les niveaux dans la société pour redresser l'État algérien, redresser l'économie, regagner la confiance du peuple et tout ça. Je vous ai partagé cet article, M. Hamid Ouazar. Est-ce que nous avons besoin d'une discipline militaire pour redresser l'Algérie ou est-ce que nous avons une autre option pour sauver l'Algérie? Quelle est votre vision? Ça peut, il peut l'imaginer, mais dans le réel, est-ce que c'est possible? Ça veut dire que même, quand tu disais tout à l'heure, le fossé qui se creuse, ça veut dire que tu peux maintenant, il y a des entreprises qui ont été données aux militaires, même depuis 2021, même Sadaqa, tu sais, la Sadaqa, la charité, maintenant, elle est c'est un monopole qui détient seul le régime et ses assos, ça veut dire sa société civile. J'ai des amis qui ont été arrêtés, accusés, ça parce que ils ont organisé une solidarité. Donc, de la solidarité maintenant, ils ont organisé le COFIN de Covid ou le COFIN pour les familles des détenus. Ils ont été arrêtés, poursuivis sur la base de l'article 87 bis. Ça, c'est parce que le monopole, d'ailleurs, le monopole, ça veut dire le régime il a besoin toujours de la reconnaissance et il aime même faire la charité devant les caméras, etc. C'est à travers ça qu'il existe. D'ailleurs, même le discours qu'il tient vis-à-vis des Africains, où les Africains ils en ont marre de ce discours. Ça veut dire qu'on vous a donné, etc. Il les considère de regarder les gens, etc. Alors que c'est un discours dépassé. Donc, tu peux pas imaginer. C'est passé dans des pays, mais des pays qui sont construits sur la base. Mais nous sommes des Méditerranéens, nous vivons à même 1000 kilomètres, même pas de l'Europe, etc., où il y a une culture, où il y a une trajectoire d'histoire chez nous. Ça veut dire, ils peuvent pas, ce régime être plus puissant que la France coloniale. Ça veut dire d'imposer militaire. Si la France pouvait créer un système militaire, d'ailleurs c'était un système militaire colonial, mais est-ce que on a enlevé l'idée de liberté au peuple? C'est-à-dire que tu peux pas le faire. Dans la théorie, il peut le dire, mais les gens ils peuvent peut-être pas sortir comme maintenant dans la rue, mais ils le pensent. Mais tu vas leur imposer de voter, ils votent pas. Sauf si maintenant ils vont mettre aussi le vote obligatoire. C'est des choses qui ont été essayées, ce vote obligatoire dans d'autres pays. Mais nous avons vu le décret signé par la présidence accordant la possibilité au cadre militaire d'intégrer la fonction publique. C'est-à-dire, est-ce que, en voyant que des généraux, des colonels occupaient les postes de PDG, de trucs et tout ça,
Est-ce que ce n'est pas une façon de militariser la vie sociale et économique en Algérie dans un plan pareil, Hamid Ouazzar? Regarde, il nomme, il a carrément structuré son plan opérationnel de mise en œuvre en 3 parties, court terme, moyen terme et long terme. Quel est votre avis, Hamid? L'article en question, il parle d'un constat véritable. C'est qu'aujourd'hui, la cohésion nationale, quand même, montre des défaillances. Voilà, pour ne pas dire. Il y a du chemin à faire pour arriver à une véritable cohésion nationale. Mais là où il se trompe, c'est sur la solution. C'est que son constat, si on est arrivé là, c'est le résultat de l'autoritarisme. L'autoritarisme qui a empêché les Algériens de s'organiser, qui a empêché les Algériens, parce qu'il a empêché les Algériens d'être responsables. Pour être responsable, il faut être libre. La responsabilité, c'est le pendant de la liberté. Il faut être libre, c'est-à-dire avoir sa capacité de réfléchir, de choisir, de prendre des décisions. Et il faut avoir aussi la capacité de prendre des décisions et de choisir de manière rationnelle. Or, on n'a pas permis ça à l'Algérien. L'Algérien, on l'a empêché d'être responsable. C'est nous, c'est le pouvoir qui décide de tout. Nous n'avons qu'à obéir et à suivre. Voilà un peu la faillite. C'est que le constat qu'il demande, au lieu de demander à ce que l'Algérien soit placé dans les conditions où il doit se sentir responsable du devenir de ce pays, de ce qui se fait, de sa sécurité, de son développement, etc. Au contraire, il aggrave les circonstances parce que cet appel à la mise au pas, une cadence militaire de la société, à vrai dire, c'est la négation du politique, c'est la négation de la démocratie parce que le politique reconnaît les divergences. Et la démocratie met en place des mécanismes qui permettent de régler ces divergences de manière pacifique, etc. Une seule cohésion possible, c'est la cohésion autour de la citoyenneté. Il n'y a pas de cohésion plus musclée. Déjà, nous sommes dans une cohésion très musclée, où il y a la liberté de parole est interdite. C'est-à-dire, on refoule, on nous oblige à refouler toutes nos divergences. Donc, voilà, globalement, c'est que le constat… Mais quand vous dites le constat, moi-même je l'ai dit au début, le constat, il est réel, c'est la réalité du terrain. Mais oui. Dans son analyse, si on le prend en tant que scientifique, son analyse, je pense qu'il est superficiel, il est biaisé. Parce que si on regarde le peuple qui a marché dans le Hirak, le peuple qui a ébahi le monde entier. Le peuple d'avant le Hirak, qu'on présentait sale, violent, indiscipliné. Ce peuple-là, il a démontré durant le Hirak, quand il fait des marches, il nettoie les rues, quand il y a les vieux, ils sont respectés, les femmes sont respectées. Il y a même sur le plan, il parle de la dislocation sur le plan identitaire. On a vu dans le Hirak les régions autrefois utilisées comme levier pour diviser, les orienter contre la Kabylie. Ils ont accepté la Kabylie comme région sœur et ils ont accepté la cohésion nationale. Le peuple du Hirak, il a démontré le contraire de ce constat-là, que l'académicien qu'il est a produit un constat biaisé, je pense. Je crois pas. Youssef, vas-y. Je crois qu'il préconise le fascisme. Ça, c'est pas. Il y aura même l'unité. L'unité, comme il disait Hamid tout à l'heure, même il peut y avoir une unité sans liberté. Parce que si on n'est pas nous-mêmes, on ne peut pas s'unir. Certains pays ont construit des unités, soit unicité, soit, disons, soit idéologique ou sur la base comme ça, démagogique, etc. Mais ils ont été rattrapés, ils ont été disloqués. Est-ce qu'il y avait pire que le régime de Saddam Hussein sur la conception de l'unité, etc. Ou qu'est-ce qui est devenu l'Irak, la Libye de Kadhafi ou de Bachar, etc. Parce que
On ne peut pas construire, même, je dirais, même dans un couple, un homme et une femme, ça peut tenir un moment où sans liberté, ça veut dire d'être, même sur la base de compromis, ça peut tenir. Mais quand il y a pas de liberté, il y a pas, chacun n'est pas lui-même, à un moment, ça va exploser parce que c'est chacun joue le jeu, c'est lui-même qui subit, etc. Mais il n'y a pas plus, ça veut dire qu'il rencontre sur la base les seules valeurs qui unissent un couple, c'est l'amour, pas plus. Pas plus. Et chacun peut être différent et chacun peut être, avoir ses propres libertés. Ça veut dire qu'il ne se réunit pas. La question aujourd'hui qu'on impose au peuple algérien, c'est-à-dire comme il préconise, de se renier. Mais quand je ne suis pas moi, comment je peux m'unir avec toi? Impossible. On peut être sous la contrainte, oui, mais pour un moment. Sur la contrainte, oui. Mais il n'y a pas mieux que la diversité et les gens soient eux-mêmes. D'ailleurs, même, il faut y aller. Je dirais, la solution de l'Algérie, il faut aller plus loin que ça. Plus loin que ça, de reconnaître cette diversité dans les régions et les faire même. Pendant la guerre de libération, on a construit les régions selon leur diversité. Et on a construit des régions. Le congrès de Sommam, c'était sur la diversité, chaque région, etc. C'est la seule manière aussi, du point de vue aussi, il y aura plus d'élargir la démocratie, etc. Ou maintenant, reconnaître les gens. C'est à partir de là qu'il y soit l'unité dans une Algérie libre et démocratique. L'unité, les gens se construisent cette unité avec conscience et engagement. C'est ça. Le diagramme, la solution que préconise l'article, c'est pas la peine quand même, c'est qu'il présage du pire pour notre pays. On espère que c'est pas le cas. Mais s'il veut connaître les résultats de la thérapie qu'il préconise, comme l'a dit Kamal, Youssef, il n'y a qu'à voir, au lieu de citer les pays démocratiques comme exemple, la Finlande, la Corée du Sud, il faut citer les pays autoritaires où il y a la cohésion forcée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, comme l'a dit Youssef, qui est devenu l'Irak, qui est devenu la Syrie de l'ex-président, j'ai oublié son nom. La famille Assad, la famille Assad. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et d'autre part, il faut qu'ils se disent aussi, c'est le régime qui a créé les clivages dans notre pays. Il a créé les clivages et l'exclusion. Voilà ce qui est fait aujourd'hui que nous avons besoin de retrouver une cohésion. Je peux citer quelques exemples parce que la liste elle est vraiment longue pour dire comment il a divisé en jouant les wilayats contre les autres, etc., le régionalisme et tout. Mais je cite par exemple les changements de langue à l'université, à l'école, dans l'administration. Maintenant qu'ils décident de manière autoritaire de passer du français à l'anglais. C'est un véritable bouleversement linguistique. Des gens qui, du jour au lendemain, se retrouveront illettrés. Tout le capital dont dispose le pays en termes de production culturelle, intellectuelle, etc., ne servira à rien parce que les générations qui vont venir vont étudier dans d'autres langues. Et c'est pour la deuxième fois, ma génération, c'est pour la deuxième fois qu'elle subit un bouleversement linguistique. Alors, à titre d'exemple, et un autre exemple, si je prends la loi électorale, les élections législatives ne permettent pas aux Algériens de fédérer autour d'un projet commun unitaire. Imaginez l'Assemblée nationale, elle est dégagée, elle est élue sur le même mode d'élection, le même découpage que l'Assemblée locale de Wilaya. C'est les mêmes mécanismes. Donc, vous retrouvez, quand l'élection donc se joue au niveau d'une wilaya, c'est la proportionnelle circonscrite au niveau d'une wilaya, ça favorise les notabilités, ça favorise les clientèles locales, etc. C'est-à-dire ça favorise un vote affectif au lieu d'un vote autour d'un projet national, fédérateur, national, etc. La liste elle est longue quand on veut disséquer
les raisons qui ont porté atteinte à la cohésion nationale. Mais derrière toutes les raisons, vous verrez que c'est le régime qui est responsable. Kamel, je voulais juste, Kamel, je voulais juste un point. Non, je me demande, c'était vrai, pourquoi ce monsieur, je ne le connais pas, pourquoi il n'a pas été inquiété? Si quelqu'un d'autre, il a parlé pour se prémunir contre la dislocation, il faut plus de liberté, il faut plus reconnaître les gens comme ils sont dans leur région, etc. C'est la seule, c'est unité. Quand toute dislocation, c'est de reconnaître les gens comme ils sont. Il faut pas. Et quelqu'un l'aurait été poursuivi, mais le type n'a pas été inquiété. Il commande que, etc. Pourquoi ce genre de discours, comme à l'époque de Gaïd Salah, les discours développés, etc., c'est ça le discours qui est contre la cohésion. Lui-même, ce genre de discours, il est contre la cohésion nationale. C'est ce genre de discours. Effectivement, quand on parle d'une stratégie nationale anticorruption fondée sur la traçabilité, tout ça, combien de généraux, combien de colonels sont en prison à cause de la corruption? Est-ce qu'il parle d'un système, d'une pensée militarisée qui est celle appliquée par l'institution militaire algérienne, laquelle est frappée d'emprisonnement? Presque à chaque mois, on voit un général qui va en prison. Combien de généraux? On a une centaine de hauts cadres militaires qui sont en prison pour des raisons soi-disant de corruption. Ou bien est-ce qu'un système militarisé selon la discipline américaine, la discipline, c'est ça le problème. Il parle de quelle discipline militaire? La discipline militaire algérienne, la discipline militaire algérienne, c'est les militaires algériens, Youssouf, qui ont toléré la désignation de ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur sinistrés, qui ont provoqué l'école sinistrée. C'est les militaires qui ont désigné les ministres de l'économie. C'est les militaires qui ont désigné les ministres à différents niveaux. Donc quelle discipline militaire? Quelle discipline militaire? Asma, je ne sais pas celui-là, quelle université il a fait. Ça veut dire qu'il a une conception de rue vulgaire de la chose. C'est cette conception. Ça veut dire que la corruption, aucun pays du monde n'a lutté contre la corruption. Elle existe partout, mais d'une manière minime. Ça veut dire qu'il faut des médias, une presse libre, médias libres. Il faut des contre-pouvoirs puissants et une justice indépendante pour lutter contre la corruption. Dans tous les pays du monde, c'est ça les outils pour lutter contre la corruption. Ça veut dire dénoncer. Et les gens enquêtent, etc. Là où il y a la presse libre, autre chose, sous les pouvoirs les plus militaires, il y a la corruption, etc. Mais cette conception qu'il la développe, ça veut dire تعجوزة لازم لهم العسكر هذوما اللي يربوهم هم العسكر هم اللي يشدوا يقضوا la corruption. Alors, on a vu les pays du monde où l'Askar Hakmou, les plus grands même sont les plus corrompus, les plus corrupteurs, c'est eux-mêmes, parce qu'ils détiennent tout. Même en Égypte, on voit, etc. Et non, je ne sais pas c'est quoi il se base, j'en sais rien. Il n'y a qu'une seule culture qui se dégage, une idée qui se dégage que les hommes l'Askar, c'est comme les types, les hommes Matarag ou les hommes, c'est-à-dire la même chose. C'est la même chose. C'est un discours de rue, porté à un niveau académique. Mais voilà. Ce discours est destiné à légitimer la répression. C'est ça. Il est destiné à légitimer la répression. C'est une formule qui vient après l'échec du front intérieur. On a échoué dans le front et là on revient sous une autre forme, un ordre militaire. Cet ordre militaire, d'ailleurs, ça fait penser, c'est comme si on vous dit, vous mettez les entreprises sous commandement de l'armée, ça va marcher. C'est faux. Ça ne marchera pas, c'est une question globale. Quand ça doit marcher avec l'institution militaire, c'est que ça doit marcher avec une institution civile et politique. Ça fait rappeler un peu du temps où l'on disait qu'il fallait libéraliser le secteur public, etc., pour
amorcer une économie en essor. Finalement, la problématique, ce n'est pas d'avoir un secteur privé ou un secteur public, comme aujourd'hui la problématique, ce n'est pas d'avoir un ordre militaire ou non militaire. La problématique, elle est véritable, c'est la négation du politique et c'est la volonté de verrouiller toutes les revendications démocratiques et de légitimer la répression. C'est un texte, en tout cas, s'il a une portée, c'est que c'est un texte qui est dangereux pour le pays. Voilà. Oui, mais je vais me permettre, vous m'excusez, hein, parce que quand j'ai l'habitude de critiquer des textes scientifiques et quand je les trouve, quand ils sont rédigés de manière objective et on essaye de trouver le fil du raisonnement, où est-ce qu'il peut nous amener, comment il peut nous enrichir. Mais là, c'est un article biaisé, il ramène une discussion de café à un niveau, une vision de la rue, un niveau académique pour légitimer un système de répression, comme vous l'avez bien dit, Hamid. Donc, c'est très dangereux d'avoir des intellectuels comme ça. Peut-être qu'il est fait sur commande. On se rappelle, en 2020, la première foire à laquelle qui a été inaugurée par Tebboune en 2020, je crois. La première rencontre avec les militaires sur l'industrie militaire, etc. Tout est bluff. Ils n'ont rien produit. Importé, montage, même les Mercedes, montage. Quand il dit qu'ils ont les Mercedes, etc. Et donc, elle leur a donné le SNVI, ou c'était prévu le SNVI, l'ancien Sonacom qui ne va produire des bus. Où sont les bus? Depuis 2020 ou 2021, où sont les bus? Où sont les bus? Et il a mis un militaire à la tête des SNVI. Il a été récupéré par l'armée. Sonacom, récupéré par l'armée. Mais où? C'est ça le problème. Je crois que le type, là, c'est un truc sur commande, parce qu'il ne recommande. Mais généralement, ça commence toujours comme ça. On provoque un débat à travers un intellectuel, un universitaire. On commence à lui donner raison à travers les médias de propagande. Et puis, on justifie la répression, on justifie l'injustice, on justifie l'état de non-droit. Donc, c'est à cela que ça sert. Alors que si on retourne à 180, 200 marches du Hirak, la discipline qu'on avait observée durant ces marches-là du vendredi et de mardi des étudiants, cette discipline-là, s'il avait tenu compte de ça, son article n'aurait jamais eu l'occasion d'être publié parce que c'est carrément ça brise son raisonnement. Ça brise son raisonnement. Il répond à quelle culture? Tu sais, dans les années 80, ils nous ont mis un OP à l'université, un OP à chaque entreprise. Il s'appelle officier de permanence. Officier de permanence. Même un directeur de journal maintenant, en Algérie, un journal qui est proche du pouvoir, qui était officier de permanence al-Moudjahid. Donc, c'est officier de permanence. Ils ont crié dans chaque entreprise, à l'université. Mais il y a eu des mouvements. Seulement maintenant, je crois, cette culture qu'ils veulent instaurer, c'est plus de militarisation. Voilà. Mon mot de la fin sur ce point, c'est que rien ne vaut une adhésion volontaire à un système, à une nation, à une cohésion et tout. Une adhésion forcée ne fera que produire l'hypocrisie et les hypocrites vont vous trahir à la moindre occasion. Tout à fait. Bien résumé. Youssef, est-ce qu'on va passer au deuxième point? C'est quoi le deuxième point? Non, donc, deuxième point, c'est que on a assisté cette semaine, c'est que l'annonce, Hamid qui était déjà parlementaire, que le Parlement a reporté son entrée 10 semaines ou 10 jours.
en évoquant l'ouverture de la foire. Alors que c'est eux-mêmes, c'est leur constitution, c'est anticonstitutionnel, parce que l'article, je crois, 38 de la Constitution, qui définit la date de rentrée, la date de sortie. C'est la date de sortie, c'est le premier jeudi de septembre, du mois de septembre. Donc, on n'a pas... Ils ont fait, à la sortie aussi, ils ont prolongé une semaine, parce qu'il fallait voter les modifications aussi de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, parce que j'étais obligé pour présenter de nouveau le dossier à la commission, beaucoup plus au groupe financier GAFé, il fallait présenter le dossier. On sent qu'il doit, ça veut dire, pour être enlevé de la liste déjà, ils sont dans une liste grise et la Commission européenne les a mis en liste noire. Donc, il fallait ça et faire passer le projet d'exploitation minière. Donc, ils ont retardé 10 semaines. Ça veut dire une chambre parlementaire, entre guillemets, qui est censée protéger les lois ou légiférer. À la moindre occasion, d'ailleurs, c'est à l'occasion, on se fait souvent, ça veut dire piétiner la Constitution. Ça veut dire, quelle que soit l'interprétation, ne passe pas. Donc, quand tu piétines une fois la Constitution, c'est piétiner la Constitution, c'est-à-dire tu violes la Constitution. Donc, et pas seulement ça, on a assisté d'ailleurs à cette nouvelle fonction qui s'appelait vice-premier ministre, qui n'existe pas dans la Constitution, dans l'organigramme, elle n'était pas prévue. La désignation de ce nouveau premier ministre par intérim, c'est beaucoup plus c'est premier ministre par intérim qui n'existe pas. Et en plus aussi, on a assisté, c'est vrai, ça existait dès le début, mais ces derniers mois, etc., une présence des personnes dans des institutions et dans des instances de décision dans lesquelles ils n'ont pas la qualité, de prise de décision. Le directeur de la communication de la présidence qui fait mise au point à l'Ouatan sur une affaire qui ne le concerne pas du tout, alors qu'il lui, il fait de s'occuper de la communication de la présidence. Il n'a aucun statut d'autre. Statut d'autre, ça veut dire qu'il veut conseiller, comme le directeur de cabinet du chef de l'État, qu'il assiste à des réunions avec lui, etc., des réunions où il y a des décisions qui sont prises. Décisions qui sont prises, il assiste à des réunions qui sont prises, alors qu'il n'a pas la qualité, parce qu'il n'est ni comptable, politiquement, ni juridiquement. Il est conseiller au cabinet du chef de l'État. Et sur le plan constitutionnel, il n'a aucune qualité. Aucune qualité pour être poursuivi si demain il y a un problème, etc. Alors qu'il, dans son avis, il participe à un organe décisionnel. Et il y a ce problème, comme on a vu aussi les derniers temps, où Kamel Moula, chef de patron, etc., assiste à des réunions décisionnelles d'ailleurs. Il y a conflit d'intérêts, il assiste à des décisions qui peuvent lui rapporter des intérêts parce qu'il est patron, il a une boîte. C'est pas parce qu'il est l'ami du chef de l'État, il le rencontre dans la rue, vient assister à la réunion du gouvernement. Qu'il le rencontre à part en aparté, c'est son affaire, où il demande son avis, c'est une affaire, mais il le fait assister à une réunion où il y a des ministres, où il est présenté comme participant, d'ailleurs comme Kamel Sidi Saïd, ou Boilem sont présentés comme des participants. Ça, c'est grave. Ils peuvent être présents, mais à côté, mais pas comme des participants. Ça, ils sont dans des, je crois, c'est des forces non constitutionnelles qui prennent des décisions, les mêmes forces que Tebboune, il les a dénoncées auparavant, ce qui est bien pour lui, et n'est pas bien pour, voilà.
pour les autres. Ça veut dire, parce que lui, son ami ou son conseiller, il a le droit de prendre des décisions, etc. Alors qu'il n'a pas la qualité. Merci Youssef. Hamid Ouazzar, ancien député, vous avez été au Parlement durant les années 90, c'est ça? Si on retourne aux années 90 et au début des années 2000, on voyait, malgré que on disait que l'armée qui décide derrière le rideau, mais tous ceux qui sont dans la façade, les décisions, les fonctions régaliennes, ils sont joués, ils sont réellement. Quand il y a quelque chose dans l'économie, c'est le ministère de l'économie qui parle. Donc, les responsables désignés, élus, c'est eux qui jouent le premier rôle sur la scène, qui assument la responsabilité du poste, malgré que les décisions viennent de derrière. Donc, on leur souffle à l'oreille et tout ça. C'est la culture du système. Mais depuis, vers la fin du mandat de Bouteflika jusqu'à maintenant, on a vu le non-respect de la Constitution. Tout se joue de manière extra-constitutionnelle. On a vu des personnes qui n'ont aucun pouvoir constitutionnel prendre des décisions, désigner des ministres, dégommer des ministres. Et ça s'est accentué avec la gouvernance de Tebboune. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire va faire regagner la confiance du peuple envers ces institutions de l'État? Parce que c'est à ça que réellement rêve, c'est de ça que rêve le Tebboune. Si vous permettez, puisqu'on remonte aux années 90, moi j'ai vécu, j'étais député au moment où Zerouel était président. Moi, je peux témoigner qu'à l'époque, les institutions étaient respectées dans leurs prérogatives. Exact. Mais quand même ça n'a pas avancé, c'est les partis qui faisaient allégeance au pouvoir. Ce n'est pas on n'a pas piétiné les prérogatives des institutions, mais c'est les partis qui se sont offerts, qui ont choisi de faire allégeance et de servir le pouvoir en place. À titre d'exemple, on a eu un débat sur la situation sécuritaire en 97, la période, tout le monde connaît le contexte, c'était l'insécurité, c'était la période où il y avait les massacres. Donc, on avait revendiqué un débat sur la situation sécuritaire. Les gens ont paniqué. Comment on va débattre un débat public et tout sur la situation sécuritaire? Le président de l'Assemblée, il ne pouvait pas faire entrave, c'est la réglementation. Il a été voir Zerouel pour lui dire comment faire pour bloquer. Il lui dit, Zerouel lui répond, est-ce que la Constitution permet ça? Il lui dit, elle permet. Il a dit, alors vous les laissez tenir leur débat sur la situation sécuritaire, c'est-à-dire se conformer à la Constitution. Pour vous citer un peu la période. Exact. Une fourchette, c'est une période exceptionnelle. Elle n'a pas trop duré, vous le savez, Zerouel a démissionné, etc. Mais maintenant, les violations de la Constitution. Parce que les gens vont avoir que reporter la date de reprise des travaux de l'Assemblée, c'est rien du tout. C'est très symbolique. Je serais naïf de vous dire que c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs en réalité. Mais c'est une démonstration qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le principe qui est dans la Constitution qui parle de la séparation des pouvoirs, il est piétiné. C'est une manifestation évidente. La violation de la Constitution ne relève pas de l'exception. C'est une règle. La loi fondamentale qu'on présente, tant qu'elle est bonne, on la présente comme sacrée, elle est respectée, mais dès qu'elle ne s'accommode pas des intérêts du pouvoir, on n'hésite pas à la piétiner, la violer, la réviser, etc. Toutes les portes sont ouvertes. Mais comment comprendre ça? C'est-à-dire, j'ai dit que c'est un problème d'homme. On peut par exemple ouvrir une parenthèse, si vous permettez. Vas-y. La candidature de Tebboune. Tebboune clamé avec fracas qu'il est candidat indépendant. Ça paraissait encore anodin, candidat indépendant. Mais moi, la question que je pose, comment pourrait-on être candidat indépendant et arracher cette présidentielle en y allant sans appui partisan, sans base sociale et quoi encore, sans base sociale, sans appui partisan, plein de choses. Hein.
et son parcours militant. Parce que s'il avait un parcours militant, donc il avait émergé comme personnalité nationale, il a été intronisé président. Cette candidature qu'il clamait, elle est indépendante, en réalité, c'était un gage en direction du pouvoir. C'est-à-dire que je ne serai pas comptable devant la population. Je ne serai pas comptable devant les textes, la Constitution. Sa Constitution, c'est le cadre des injonctions que lui fixe le pouvoir. Voilà sa véritable Constitution. Celle-là, il la respecte. Mais la Constitution que le peuple, soi-disant, avait adoptée, celle-ci, il peut la violer à n'importe quel moment. Il ne s'intéresse pas du tout à cette Constitution. On pourrait non, mais c'est que ce que vous dites là, c'est que ce que vous dites là, ils avaient tous les pouvoirs, tout le temps qu'il faut pour écrire dans cette Constitution ce qu'ils veulent faire, réellement, se donner la liberté de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ont rédigé une Constitution qu'ils ont mis sur le dos du peuple, qu'ils ne respectent même pas le problème. C'est qu'ils auraient pu mettre dans cette Constitution-là, éviter de mettre une date d'entrée du Parlement, dire que le président il décide quand il veut. Donc, mais il faut le faire dans la Constitution. Mais dans la réalité, ils font exactement le contraire. Vas-y, Youssef. Toujours, non, personne, d'ailleurs, Tebboune, la première semaine, n'a pas respecté la Constitution. D'ailleurs, jamais ils n'ont respecté la Constitution. Ils se considèrent tous au-dessus de la Constitution. Le seul, peut-être la période dans laquelle il a parlé Hamid, la période, la décennie noire, peut-être à ce moment, il y a eu plus respect des institutions et de la Constitution. C'est vrai, il y avait une opposition, les gens manifestaient, etc. D'ailleurs, le débat dont tu parles, Hamid, j'ai assisté jusqu'à minuit, débat fort, des affrontements dans un parlement. Et tous les avis, ils étaient exprimés. Ça, c'est. Mais maintenant, une constitution que l'on imposée au peuple, qui la respecte pas. À chaque tournant. On a vu comment la désignation, fonctionnement aussi de la Cour constitutionnelle, on a vu que comment il y a eu des désignations avant, etc. D'ailleurs, même Guetzala qui a imposé des élections dans le cadre constitutionnel, lui, il a violé la Constitution juste après, parce que bon, ça, là, il ne peut pas aller plus de 3 mois, pardon. Il ne peut pas y aller dans 3 mois. Au même temps, il a désigné, d'ailleurs, où il devait gérer les affaires courantes, il a pu aussi désigner un premier ministre, et il a désigné, etc. Alors que la loi, la Constitution lui permet pas. C'est-à-dire que la Constitution, quand les arrange, etc., je considère, si j'ai un commentaire à faire par rapport à ça, je dis que ces gens-là, même jusqu'à chef d'État, devaient être eux-mêmes poursuivis, parce que l'article 87 bis, tout changement en dehors de la Constitution, et sont passibles des poursuites. C'est la base de l'article 87 bis, qui eux-mêmes qui l'ont introduit dans le code pénal. J'aimerais faire juste un rappel, parce que par rapport au premier, tout à l'heure, par rapport aux militaires, juste, tu sais, Kabel, c'est quoi? Ce que l'idée qui a circulé, qu'il est déjà, qu'elle existe au sein du régime actuel, qu'il y a eu le problème, il y a eu la protestation contre Bouteflika, où il y a eu le Hirak, en raison parce que ça veut dire qu'ils avaient plus de liberté. C'est pour ça, ce régime, il y a cette culture, il faut les frapper, il faut les mater. Cette culture, et l'article en question, il reproduit cette culture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner beaucoup de liberté, ce qu'ils considèrent eux beaucoup de liberté, parce qu'ils vont se soulever. Donc, il vaut mieux les mater et les tenir. C'est ça la culture dominante. Mais quand on est remonté, Hamid, quand on est remonté à la période des années 90, donc à partir de 97,
96, 97, 97. Oui. Parce qu'il y a une chronologie. L'armée qui a sombré le pays en créant le CNT, en provoquant la démission de Chadli, tout ça, le pays était tombé, les institutions de l'État étaient dans une situation anticonstitutionnelle. Nous sommes tombés dans une situation anticonstitutionnelle. Le Parlement dissous, remplacé par le CNT, Conseil national de transition. Le président remplacé par le HCE. Donc l'armée à l'époque est empressée avec Zerouel de reconstruire les institutions de l'État et de les respecter dans le cadre de la Constitution de 1996. Tout à fait. Mais l'armée d'après, c'est l'armée après Mohamed Lamaré. C'est pas dire les éloges, je lui jette à Mohamed Lamaré, hein. Mais après l'arrivée de Bouteflika, l'arrivée de Gaïd Salah, a commencé le retour vers la violation de la Constitution et de tomber dans un État, dans une gestion de l'État de manière extra-constitutionnelle. Donc, nous sommes. Donc, c'était à l'époque, quand vous avez parlé de l'époque de Zerouel, parce que l'armée a décidé à l'époque de faire respecter la Constitution. Pourquoi l'armée actuellement n'impose pas le respect de la Constitution, justement? Donc, elle laisse faire tout ça dans un silence, ou bien, je ne sais pas, est-ce que l'armée n'arrive pas à imposer l'ordre au sein des institutions, puisqu'elle a le pouvoir? Je veux dire, imposer l'ordre, ça veut dire qu'il faudrait que le pouvoir soit dans les institutions. Alors, la question qui se pose est qu'aujourd'hui, le pouvoir réside réellement dans les institutions. Beaucoup parlent de pouvoir occulte. Un pouvoir occulte ne peut pas se référer à respecter les textes du pays. Par de nature, il est occulte. Donc, il ne peut pas s'accommoder d'un cadre juridique strict. Il ne peut pas. La Constitution en Algérie, elle est destinée à projeter à l'international l'illusion d'un État de droit. Ouais. Exact. La preuve, elle est très malléable. Chaque président la révise, etc. Et maintenant, pourquoi on la viole? Parce qu'il se dote d'une constitution. Mais il n'y a pas la sincérité de se conforter, de s'accommoder de cette constitution et diriger un État de droit. Donc, c'est un peu comme un menteur. Un menteur, à force de mentir, il se fait piéger par ses propres mensonges. Eux aussi, à force de faire un semblant de respect de la Constitution, ils finissent par se trahir. Voilà un peu la situation dans laquelle l'on est, parce qu'ils font semblant d'avoir une constitution. Et la preuve, c'est que la constitution n'a jamais émané des convulsions de la société. La constitution, elle a été fabriquée à chaque fois. Donc, comme dirait l'autre, la boucle est bouclée en démarrant de l'article. Une petite conclusion sur ça, mais ce n'est pas pour terminer le débat, il y a plein de choses à pouvoir dire. C'est que notre comportement vis-à-vis de la loi fondamentale, la loi des lois, dénote que le pouvoir politique, il y a une suprématie du pouvoir politique sur le droit. C'est-à-dire, c'est les textes qui s'accommodent et non le pouvoir politique qui se conforme au respect des textes. C'est l'inverse. Hamid, on le voit ça aussi, du point, même dans les tribunaux, même, je ne réfère pas à la loi fondamentale, des fois l'article dit des choses, parce que lui a créé des lois organiques, tout à fait le contraire, qui contredit la Constitution. Lui a créé chaque ouverture, soit démocratique, entre guillemets, considérée état de droit, on trouve une loi organique contraire qui piège la Constitution. D'ailleurs, la loi organique, on a vu d'ailleurs la dernière fois quand ils ont refoulé, je crois, l'histoire du détour, qu'on lui ont fait sortir, aussi, une loi organique qui date, qui n'a rien à voir, qui contredit la Constitution. Une loi organique qui contredit la Constitution. Alors que la question est droit de circulation, etc., tout algérien, et surtout quelqu'un de l'intérieur, surtout quelqu'un de l'étranger, de rentrer dans son pays. Donc, ils lui ont fait sortir une loi
organique par rapport aux étrangers. Donc, voilà. C'est ça le problème. Et de l'autre côté, parce qu'on te juge, on agit, tu te juges selon la loi organique, selon le code pénal, qui est contraire des fois à la Constitution. L'article 79, l'article... c'est plein. D'ailleurs, je connais des avocats, des amis qui ont porté ça au niveau de la Cour constitutionnelle. Et leur pas, elle a été jugée, surtout sur l'article d'atteinte à l'unité nationale, c'est contraire à la Constitution. Aussi des articles aussi inspirés du code pénal français en 1958. La France ne l'utilise plus parce que le code pénal français par rapport à la guerre d'Algérie, donc donc nous l'avons repris. Atteinte à la sécurité, tout ça. C'est le pouvoir au-dessus des lois. Parce que normalement, on dit la loi, elle est au-dessus de tout le monde. Mais là, en Algérie, c'est le pouvoir. Les personnes en position de pouvoir, ils sont au-dessus de la loi. Et c'est ce qui fait qu'en Algérie, on a deux constitutions, une écrite et non écrite. Celle qui est écrite, c'est pour le peuple. Celle qui est non écrite, elle gère le pouvoir occulte, le pouvoir voilà, le décisionnel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on peut dire aujourd'hui que les violations qui viennent de survenir, parce qu'elles sont nombreuses, les violations de la Constitution, elles viennent de dire qu'aujourd'hui, la Constitution qu'a proclamée avec Farakat Bouh, elle est arrivée à sa date de péremption. C'est fini, il faut une autre Constitution. Elle n'est plus applicable, même par eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas. Donc, c'est exactement ça.